Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors continuons notre histoire sur la lumière et la théorie newtonienne. Alors malgré ses corpuscules et son attitude positiviste, dès 1675, Newton est amené à développer une théorie mixte de la lumière, des corpuscules spécifiques pouvant exciter les ébranlements de l'éther. Cette idée, selon Newton, n'est destinée qu'à jouer le rôle des figures, des dessins, au milieu d'un texte obscur. Néanmoins, l'introduction d'un éther semble favoriser l'interprétation des accès, c'est-à-dire des interférences. Sans être hostile à l'introduction d'un éther, Newton reste cependant fidèle à l'interprétation corpusculaire et n'alla jamais au-delà d'une théorie mixte. Les raisons de cette préférence sont nombreuses. La nature corpusculaire explique plus intuitivement la propagation rectiligne, on en a parlé. Elle permet d'interpréter les phénomènes de diffraction par le bord des fentes et des écrans au moyen d'une attraction entre lumière pesante et la matière située dans son voisinage. Enfin, Hooke, adversaire déclaré de Newton, est considéré comme le défenseur attitré d'un éther. Et ça montre aussi que les comportements humains et les sentiments ont parfois tendance à passer par osmose dans les raisonnements scientifiques. Notons d'ailleurs que la formation des accès et la présence d'une périodicité est parfaitement compatible avec une nature strictement corpusculaire de la lumière. Il suffit de postuler, comme le fera plus tard Malthus, l'existence de particules ellipsoïdales, comme des ballons de rugby, ou polaires, reproduisant par leur orientation périodiquement une même configuration. La diversité des couleurs serait due alors à des effets dus à différentes grosseurs des particules et différentes densités des particules lumineuses. Néanmoins, Newton s'est toujours efforcé de maintenir une attitude prudente. Il dit « Nous sommes certains que la lumière est une substance, mais il est plus difficile de déterminer ce qu'est cette substance. Je ne veux pas mélanger ce qui est certain avec ce qui est incertain. » Mais les disciples de Newton, ses continuateurs, ne garderont pas une telle réserve. Après le succès de la théorie de la gravitation universelle, on essaya d'introduire des lois de ce type, des lois d'attraction, dans tous les domaines. L'attraction sera le processus destiné, à l'instar de... sera le phénomène destiné à expliquer la réflexion, la réfraction, la diffraction d'une substance lumière par la matière. Avec l'influence de Voltaire, qui n'est pas connu que pour ses apports, ses contributions littéraires, il était aussi très passionné de science. Ce n'était pas qu'un philosophe. Le développement de la théorie
euh, de Beskovitch aussi, moins connu, le newtonianisme va étendre à l'optique les processus d'attraction. Et le corpuscule, doté implicitement d'une masse propre, est alors soumis aux forces de gravitation. Au cours du XVIIIe siècle, Leonhard Euler revendique pourtant l'héritage de Huygens, qui était adepte de l'approche ondulatoire. Et il critique les conséquences de la théorie newtonienne, en particulier le fait qu'on a alors une proportionnalité entre dispersion chromatique, de couleur, et déviation par réfraction, ce qui exclurait la possibilité de réaliser des appareils achromatiques, c'est-à-dire dont les propriétés ou les qualités ne dépendent pas des couleurs, ce qui permet d'avoir des systèmes optiques de bien meilleure qualité. Il esquisse aussi une certaine parenté entre la lumière et le son, quant à leur propagation, les phénomènes d'interférence, mais cet apport reste isolé. En même temps, dans l'esprit du XVIIIe siècle, dans l'esprit du XVIIIe siècle se développent les principes d'économie naturelle, surtout développés par Maupertuis et par Leibniz, à savoir que on doit adopter les approches les plus simples, celle de Guillaume d'Occam du Moyen-Âge, qui dit que toutes choses étant égales, la théorie la plus simple est celle qui est la plus économe. Et ajouter des éléments inutiles et compliqués est à éviter. Et donc, au moyen d'erreurs compensatoires, parviennent à faire bénéficier la lumière d'un traitement applicable aux seules particules, aux corpuscules matériels. Donc la théorie s'est fortement développée dans cette période. Voilà, et nous verrons la suite de l'histoire dans la prochaine vidéo.